Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de l'assistance. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Cyril Durand. J'ai une formation de cardiologue au départ et puis une spécialité en rythmologie. Alors, la rythmologie, c'est une spécialité de la cardiologie qui est relativement récente et qui vise à traiter tous les troubles du rythme du cœur. Alors, pour imager un petit peu, je dis souvent à mes patients que je suis électricien du cœur parce que le cœur, c'est une pile, c'est un circuit électrique. Et le rythmologue vise à identifier ces défauts électriques, ces courts-circuits, et à les traiter du mieux possible, sachant qu'on a aujourd'hui à notre disposition un panel de thérapeutiques médicamenteuses et interventionnelles qui vont permettre de quasiment traiter tous les troubles du rythme des patients, qu'ils soient enfants ou adultes très âgés. On traite nos patients dès 5 ans et on peut traiter des personnes de plus de 90 ans. Alors, avant de débuter la présentation, je remercie le Progrès pour l'organisation de cette manifestation et je les remercie de nous avoir conviés via l'infirmerie protestante à communiquer à ces journées. Alors, pour débuter ma présentation, un petit film d'animation pour présenter l'infirmerie protestante qui est un établissement qui a un certain temps, qui existe sur Lyon, qui est encore très dynamique, avec beaucoup de praticiens, plus de 150 praticiens. On participe à des essais cliniques. Les pôles d'excellence de l'infirmerie protestante sont le cardiovasculaire, le viscéral et la cardiologie. Pour le viscéral, c'est la chirurgie digestive, l'urologie, la chirurgie gynéco. Pour le cardiovasculaire, la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, la rythmologie et la cancérologie. Ça fait beaucoup de séjours chaque année, beaucoup d'hospitalisations. 193 lits d'hospitalisation complète, 64 lits d'hôpital ambulatoire, 21 salles de bloc opératoire, une salle de chirurgie robotique, une salle de chirurgie hybride. On peut faire de la cardiologie interventionnelle. Un équipement de radiologie de pointe avec une IRM cardiaque. Donc une structure vraiment extrêmement dynamique et encore bien présente et une des rares structures en France qui est indépendante. Pour débuter ma présentation, je vais vous parler tout d'abord de l'anatomie du cœur et sa relation avec le cerveau. Alors, le cœur, c'est une structure anatomique en 3 dimensions avec plusieurs cavités qui est reliée avec le cerveau par les artères carotides. La structure, en fait, est représentée par l'aorte, qui est ce que je viens d'enlever en rouge. En arrière, l'oreillette gauche, l'aorte ici, avec les carotides qui sont juste au-dessus de l'aorte qui rejoignent le cerveau. Et les cavités cardiaques sont l'oreillette droite, le ventricule droit, le ventricule gauche juste à côté. On enlève les 2 ventricules, on voit les 2 oreillettes, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, la valve tricuspide, la valve mitrale et l'aorte qui est au-dessus. En fait, du ventricule gauche donne la valve aortique, l'aorte qui vascularise le cerveau. Cette cavité en rouge, c'est l'oreillette gauche, avec une structure bien particulière dont on va parler après, qui s'appelle l'auricule, qui est un appendice situé à la face antérieure de l'auricule, dans laquelle peuvent se former des petits caillots qui peuvent être responsables des AVC. L'oreillette droite, c'est cette cavité. L'oreillette gauche, qui va être la structure dont je vais vous parler le plus, a cette forme un peu cubique, avec cet appendice à sa face antéro-supérieure. Cet auricule, il a une fonction contractile de participant au débit, au remplissage du ventricule. Mais en pathologie, dans l'arythmie, il a une fonction vraiment pathologique parce que le sang va stagner à l'intérieur avec un risque de formation de caillots. Et on verra un petit peu la signification de cet auricule. En arrière de l'oreillette, il y a 4 petits tuyaux qui sont les veines pulmonaires. Ces veines pulmonaires, en fait, amènent le sang oxygéné du poumon vers le cœur. Et c'est au niveau de ces veines pulmonaires qu'il va y avoir le problème de l'arythmie cardiaque. L'activité normale électrique du cœur naît en arrière au niveau de l'oreillette droite et va se propager de proche en proche vers l'oreillette gauche et vers l'anneau entre les oreillettes et les ventricules. À ce niveau, il y a une petite structure qui s'appelle le nœud auriculo-ventriculaire qui va faire la liaison vers les ventricules
en passant ensuite par une voie de conduction préférentielle qui s'appelle le faisceau de His, et puis les deux branches qui vont rejoindre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc l'activité électrique normale du cœur suit vraiment des voies préférentielles, et c'est uniquement en cas de pathologie que ces voies préférentielles vont être chantées ou inhibées, et ce qui va être responsable des désordres du rythme. Je vais rapidement énumérer les différentes arythmies cardiaques, sachant que je vais après vraiment développer la fibrillation auriculaire qui est la pathologie cardiaque la plus courante et l'arythmie la plus fréquente. Mais je vais tout de même vous parler des différents troubles du rythme cardiaque. Il y a des troubles du rythme à différents niveaux. Au niveau des oreillettes, la fibrillation auriculaire, le flotteur de l'oreillette, la fibrillation, c'est une arythmie irrégulière. Le flotteur, c'est une arythmie régulière. Ensuite, il y a les arythmies de la jonction entre les oreillettes et les ventricules. Ces pathologies-là touchent préférentiellement des personnes jeunes, des enfants. C'est des anomalies souvent de naissance qui peuvent occasionner des tachycardies dès le nouveau-né ou chez l'adulte jeune. Deux types de tachycardie, la maladie de Bouvray qui est en lien avec deux voies de conduction au niveau du neuro-auriculo-ventriculaire, et le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Alors, le terme est un petit peu compliqué, c'est le nom des personnes qui l'ont décrite, mais en gros c'est une anomalie électrique de naissance en lien avec un petit faisceau musculaire en trop dans le cœur qui court-circuite la voie de circulation normale entre les oreillettes et les ventricules. Et ce syndrome de Wolff-Parkinson-White du coup occasionne des tachycardies dès l'enfance et peut, dans de rares cas, être responsable de mort subite ou de tachycardie grave. Donc il est important qu'il soit diagnostiqué et éventuellement traité précocement. Et enfin, les arythmies au niveau des ventricules. Au niveau des oreillettes, la gravité est moins aiguë. Au niveau des ventricules, le problème est plus rapidement grave parce que c'est des tachycardies qui peuvent menacer le pronostic vital à court terme. Deux types de tachycardie ventriculaire, qui sont les tachycardies régulières des ventricules, souvent en lien avec des cicatrices d'infarctus, et la fibrillation ventriculaire. Alors, pas confondre la fibrillation de l'oreillette, donc je vais détailler après, et la fibrillation des ventricules. La fibrillation du ventricule est responsable de la mort subite. C'est un trouble du rythme aigu, brutal, qui entraîne un arrêt cardiaque parce que le cœur fibrille au niveau des ventricules, n'est plus capable d'assurer un débit cardiaque, et ça entraîne une syncope, et puis s'il n'y a pas de réanimation, un arrêt cardiaque. Le traitement en aigu, c'est la réanimation cardiaque. Ce n'est pas l'objet du topo, donc je ne vais pas vous le détailler, mais réanimation cardiaque, et puis rapidement défibriller le patient en délivrant un choc électrique externe pour faire repartir le cœur à un rythme normal. Et après, pour prévenir cette maladie ou chez un patient qui a souffert de ça, il va falloir l'appareiller d'un défibrillateur qui détectera et traitera ces fibrillations ventriculaires. Et notre métier de rythmologue également consiste à mettre des défibrillateurs aux patients qui en ont besoin. Alors, le sujet du jour, c'est la fibrillation auriculaire, parce que la fibrillation auriculaire va entraîner des risques d'AVC. Fibrillation auriculaire, ça vient des oreillettes, principalement l'oreillette gauche. Je vais vous montrer juste après une diapositive de physiopathologie. Ça vient du fait que les oreillettes se mettent à fibriller, à battre de façon irrégulière, anarchique. Le rythme normal est un rythme qui est régulier, avec une activité de l'oreillette régulière et puis une activité du ventricule régulière. Quand le cœur passe en arythmie sur l'électrocardiogramme, ça se manifeste par une irrégularité du rythme des oreillettes et par conséquent une irrégularité du rythme des ventricules, qui va être plus ou moins rapide en fonction de la capacité du nœud auriculo-ventriculaire, de la jonction entre les oreillettes et les ventricules, à conduire l'électricité. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, qui touche environ 3% des patients âgés de plus de 20 ans. Ça représente 200 000 nouveaux patients par an en Europe et environ 15 millions de patients atteints. Donc c'est vraiment une maladie extrêmement fréquente. Et l'incidence de cette maladie augmente avec l'âge. Plus on avance en âge, plus on risque de développer de la fibrillation. Un patient de plus de 80 ans a 5 fois plus de risque de faire de la fibrillation qu'un patient de 50 ans. Après, l'augmentation est vraiment exponentielle avec l'âge. La morbidité de l'AFA, c'est une pathologie qui est responsable des accidents vasculaires cérébraux. C'est la principale cause des accidents vasculaires cérébraux par le biais de la formation de caillots dont je vais vous expliquer juste après le mécanisme. Les patients qui sont en FA ont 5 fois plus de risque de faire un AVC que la population normale.
Haute morbidité de la FA, ça peut entraîner de l'insuffisance cardiaque, une dysfonction du ventricule et une symptomatologie d'insuffisance cardiaque, essentiellement de l'essoufflement. Et enfin, la FA, même si ça ne peut pas entraîner des complications graves initialement, ça baisse la qualité de vie. Les patients ils sont gênés dans leurs activités quotidiennes, dans leur vie de tous les jours, donc ça grève la qualité de vie. Les signes fonctionnels de la fibrillation sont multiples et variés. Principalement, c'est les palpitations. En patient, on ressent le cœur qui tape anormalement vite, de façon irrégulière. C'est le symptôme principal. Si l'arythmie est rapide, ça peut entraîner également des malaises. Ça peut entraîner de l'essoufflement si c'est responsable d'insuffisance cardiaque ou si l'arythmie également est rapide. Dans de rares cas, ça peut entraîner des douleurs thoraciques. Et sinon, ce sont les signes d'accident vasculaire cérébral qui est une complication de l'arythmie. Les signes d'accident vasculaire cérébral, je ne suis pas neurologue, mais classiquement, ce sont des déficits moteurs ou sensitifs, des troubles de conscience qui doivent faire alerter et rapidement hospitaliser un patient pour faire le bilan de ces troubles. C'est une petite diapo d'animation un peu rigolote pour vous montrer le mécanisme de l'arythmie. C'est assez complexe. Le mécanisme est encore mal identifié, même si on a beaucoup progressé. Je fais un petit cocorico rapidement pour vous dire que c'est une équipe de cardiologues de Bordeaux qui ont décrit les mécanismes de la fibrillation auriculaire. Il y a à peu près une vingtaine d'années, ils ont décrit le point de départ. Le point de départ essentiel, ce sont les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les 4 tuyaux qui amènent le sang oxygéné du poumon vers le cœur au niveau de l'oreillette. Et le point de départ de l'arythmie, ça vient de court-circuit électrique au niveau des fibres musculaires de ces veines pulmonaires. C'est le point de départ. Mais ensuite, il y a des mécanismes complexes d'entretien de cette fibrillation par des micro-réentrées, donc des micro-courts-circuits des oreillettes, des macro-circuits, c'est-à-dire des grands tourbillons, des espèces de tourbillons qui entretiennent cette fibrillation. Et tous ces mécanismes entretenus par le système nerveux du cœur. Le cœur est richement innervé, il y a plein de terminaisons nerveuses autour, et en particulier des ganglions nerveux parasympathiques qui influencent ces mécanismes et qui favorisent la fibrillation. La veine pulmonaire, c'est ce qu'a décrit le professeur Essaguer en 1998. La veine pulmonaire à l'état basal, tout le monde a des fibres musculaires dans ses veines pulmonaires à l'état basal, en normal. Il y a l'activité électrique du cœur qui se propage de façon passive vers les veines pulmonaires. Et cette veine pulmonaire, elle ne doit rien faire. En pathologie, cette veine pulmonaire, elle est active. Il va y avoir localement des démarrages d'irrégularités, ce qu'on appelle les extrasystoles, qui vont faire démarrer la fibrillation. Ça, c'est anormal. Patients qui font de la fibrillation, le point de départ, c'est des courts-circuits électriques, des démarrages d'extrasystoles de la veine pulmonaire qui vont faire que le cœur va taper de façon irrégulière et puis la fibrillation va démarrer. C'est le point de départ, mais après la fibrillation, c'est une maladie qui s'auto-entretient et la fibrillation entraîne la fibrillation parce que le cœur va grossir, le muscle va se transformer en fibreuse et la fibrillation va s'entretenir. En médecine, on n'a pas beaucoup de certitudes, mais pour la fibrillation, on sait qu'un patient qui fait de la fibrillation, il ne va pas se guérir tout seul parce que c'est une maladie qui est évolutive et qui s'auto-entretient. Pour le mécanisme des AVC, 2 types de mécanismes. Il y a les AVC d'origine ischémique qui sont en lien avec la formation d'un caillot au niveau du cœur qui va migrer dans une artère cérébrale et va l'occlure. C'est la cause principale des accidents vasculaires cérébraux. Et le mécanisme thromboembolique vient vraiment du cœur. Un caillot au niveau cardiaque va emboliser. Autre mécanisme ischémique, c'est une thrombose dans une artère du cerveau directement, sans embolie, mais c'est plus rare. Deuxième type plutôt d'accident vasculaire cérébral, ce sont les accidents d'origine hémorragique qui sont en lien avec un saignement dans le cerveau du fait d'un traumatisme ou de façon spontanée chez un patient éventuellement qui prend un traitement anticoagulant qui peut favoriser ce saignement cérébral. L'origine des caillots au niveau du cœur vient du fait que quand le cœur est en arythmie, le sang à l'intérieur stagne, ça ne circule pas très bien et ce sang qui stagne va coaguler et les caillots se forment, comme je vous disais, principalement dans l'auricule, qui est la cavité, le petit appendice dans lequel le sang circule encore moins bien que dans le reste du cœur et les caillots vont se former principalement dans cette cavité.
Ça, c'est une imagerie d'échographie transœsophagienne, en fait, qui est une échographie avec un capteur qui est positionné dans l'œsophage pour bien préciser ce fameux auricule gauche qu'on identifie bien ici sur différentes coupes d'échographie cardiaque. Quand c'est noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure, hein, donc c'est du sang. Là, on voit l'auricule qui est libre, hein, il n'y a pas de structure à l'intérieur, on voit bien le contour de l'auricule. Donc l'auricule ici est libre de caillots. À l'opposé, vous voyez bien la différence. Ici, il y a une structure ronde, blanche, qui est un thrombus, hein, qui est un gros caillot dans l'auricule. Voilà, ce patient, il est vraiment à un risque important d'accident vasculaire cérébral. Il nécessite de façon impérative un traitement anticoagulant. C'est une coupe en fait, pour vous montrer à quoi ressemble un caillot dans l'auricule. Hein. Ici, c'est l'auricule. Et on voyait des petits caillots, hein, qui sont formés à ce niveau. Comment on dépiste l'AFA en pratique? Lors de la consultation, le médecin va prendre le pouls du patient et si ce pouls est irrégulier, c'est anormal, il va falloir faire un électrocardiogramme pour identifier l'origine de l'arythmie, l'origine de l'irrégularité. Le patient peut également de lui-même prendre son pouls, hein, c'est assez facile à faire, il faut être capable de... Si on a des symptômes un peu bizarres ou si on est sujet à faire de l'arythmie, être capable de prendre son pouls pour voir si le pouls est régulier ou irrégulier. S'il est irrégulier, il faut faire un électrocardiogramme pour dépister cette arythmie. Un patient chez qui on suspecte de l'arythmie ou un patient en particulier qui a fait un AVC, l'électrocardiogramme, ça fait le diagnostic, mais le problème c'est que l'arythmie n'est pas toujours installée en permanence et il peut être intéressant de faire des électrocardiogrammes de longue durée afin de dépister cette arythmie. Donc on met ce qu'on appelle des holters, hein. Ce sont des appareils électro-portatifs, hein, qu'on peut mettre sur 24 ou jusqu'à 72 heures, de façon à enregistrer le rythme cardiaque sur plusieurs heures, essayer de dépister cette arythmie. Dans de rares cas, si on n'arrive pas à identifier l'arythmie et qu'on a une forte suspicion chez un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral sans autre cause identifiée, c'est de mettre sous la peau un petit appareil miniature qui enregistre en permanence le rythme cardiaque, ce qu'on appelle un holter sous-cutané. Et cet appareil, qui est vraiment miniature, peut se laisser en place pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à 3 ans, et enregistrer en permanence le rythme cardiaque et du coup dépister de l'arythmie qui n'a pas été identifiée. Pour la fibrillation, il y a 2 types d'arythmie. Il y a la fibrillation qui est paroxystique, en général c'est comme ça que ça débute. C'est l'arythmie qui va durer quelques minutes à quelques heures le plus souvent, s'arrêter toute seule. La définition dit que c'est jusqu'à 7 jours. Passé le délai de 7 jours, ça devient de la fibrillation auriculaire persistante, donc qui est installée en permanence. Et du coup, évidemment, c'est plus facile à diagnostiquer. Et cette fibrillation auriculaire persistante va pouvoir bénéficier d'un traitement. Pour la paroxystique, souvent, c'est la phase initiale de la maladie. Mais ça peut évoluer également pendant plusieurs années sur le mode paroxystique. Et c'est ça également qui peut gêner le patient, parce que le patient est en rythme normal, va bien, et puis l'arythmie va démarrer brutalement, sans cause, et être responsable de symptômes qui vont vraiment le gêner. Comment on va traiter l'AFA? On va tout d'abord éviter les facteurs favorisants que je vais vous détailler juste après. Chez les patients à risque de caillots, il va falloir mettre en place un traitement anticoagulant. Une fois que le diagnostic est fait et après discussion avec le patient, on va proposer un traitement antiarythmique qui a uniquement un intérêt symptomatique. Hein. Ça n'a pas d'intérêt de curatif ni de protéger de risques éventuels. C'est pour limiter les symptômes de l'arythmie. Si le traitement ne marche pas ou d'emblée, on peut proposer une ablation. Donc, je vais vous expliquer le principe. Ablation, on n'enlève pas, mais ablation, c'est la technique qui consiste à aller traiter dans le cœur les courts-circuits qui génèrent la fibrillation. Et en cas de traitement de contre-indication au traitement anticoagulant, on peut fermer l'appendice auriculaire. Les facteurs favorisants, ils sont nombreux. L'âge et les facteurs génétiques, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, on ne peut pas prévenir ça, évidemment. Mais les facteurs sur lesquels on peut jouer, principalement, toutes les maladies cardiaques en général, l'insuffisance cardiaque et les maladies en particulier de la valve mitrale sont des grandes pourvoyeuses d'arythmie cardiaque. Donc il va falloir avoir un traitement médical adapté de l'insuffisance cardiaque ou de la maladie de la valve et éventuellement une chirurgie de la valve si le problème valvulaire est important pour prévenir cette arythmie. L'hypertension artérielle, HTA, est
une maladie extrêmement courante et qui est une grande pourvoyeuse d'arythmies. Il va falloir mettre en place un traitement médical adapté pour limiter cette hypertension artérielle et du coup limiter l'arythmie qui est favorisée. L'état de déshydratation, ça favorise l'AFA. Si on a fait beaucoup de sport, si on est déshydraté, si on a eu de la fièvre, si on a une maladie quelconque, il faut absolument s'hydrater parce que si on a un terrain facilité, on peut faire de la fibrillation. Les maladies endocriniennes comme le diabète, les maladies de la thyroïde, en particulier l'hyperthyroïdie, peuvent favoriser l'arythmie. L'obésité également. Donc évidemment, ces pathologies endocriniennes nécessitent une prise en charge adaptée. Les maladies pulmonaires en général et le syndrome d'apnée du sommeil en particulier sont des grands pourvoyeurs d'arythmie cardiaque. Le cœur et le poumon également sont bien reliés. Et le problème de la FA, ce sont les veines pulmonaires, donc les veines qui amènent le sang oxygéné du poumon vers le cœur. Donc si les pressions au niveau du poumon sont plus importantes, il y a un risque de fibrillation. L'insuffisance rénale peut favoriser également la fibrillation par le biais de troubles métaboliques au niveau des ions sanguins, en particulier le potassium, le magnésium. Les excitants, en général, l'alcool, le tabac, les drogues peuvent favoriser la fibrillation. Et une petite parenthèse pour vous dire que le sport de façon intensive et très fréquente peut favoriser la fibrillation parce que le sport... de façon pas exagérée, mais en quantité importante, plus de 10 heures de sport par semaine, peut faire dilater les cavités cardiaques et favoriser la fibrillation. On a une pathologie identifiée de l'arythmie de l'athlète qui peut nécessiter une prise en charge spécialisée. Le traitement anticoagulant, c'est le traitement qui va consister à mettre en place un traitement pour fluidifier le sang afin de limiter la formation de caillots. Deux types de traitements, les antivitamines K. C'est le traitement classique qu'on utilise depuis de très nombreuses années. Antivitamine K parce que ça va antagoniser le fonctionnement de la vitamine K et du coup les facteurs de coagulation formés par la vitamine K. Le traitement classique, c'est le Préviscan. D'autres traitements existent, la coumadine, le Syntron. C'est le traitement de référence, mais beaucoup d'inconvénients parce que la dose est vraiment extrêmement variable en fonction des patients. Il faut faire des prises de sang de façon extrêmement régulière pour ajuster le dosage. On fait des prises de sang avec le dosage de l'INR qui évalue la coagulation. Enfin, les nouveaux anticoagulants qu'on utilise aujourd'hui, en alternative aux AVK, ou si les AVK ne sont pas suffisamment équilibrés, ces anticoagulants qui agissent directement sur les facteurs de coagulation sans nécessité de prise de sang. En fait, on donne une dose fixe en fonction de l'âge du patient, de sa fonction rénale et de son poids. Donc ça simplifie l'usage de ces traitements et du coup les risques de saignement et l'efficacité sont meilleurs. Quelles sont les indications de traitement anticoagulant? En fait, on va se baser sur un risque thromboembolique. Alors, le tableau est en anglais, mais je vais rapidement vous l'expliquer. C'est assez simple. En fait, ce sont les recommandations internationales qui guident la prescription du traitement anticoagulant chez les patients qui font de l'arythmie. C'est le score SHA-2, DS2, VASC, qui va prendre en compte 7 items. Premier item, c'est la présence d'une maladie cardiaque, d'insuffisance cardiaque. Maladie au niveau des valves, infarctus, ça compte pour 1. L'hypertension artérielle, ça va compter pour 1. L'âge plus de 75 ans, ça compte pour 2. Le diabète, ça compte pour 1. Les antécédents d'AVC ou d'accident embolique, parce qu'accident embolique, ça peut toucher le cerveau, l'AVC, mais ça peut toucher d'autres organes, le cœur, ça peut faire un infarctus, ça peut boucher les artères des jambes. Donc un accident embolique, en général, c'est un facteur important, ça compte pour 2. Les antécédents de maladies vasculaires, d'infarctus, d'artériopathie, ça compte pour 1. L'âge 65 à 74 ans, ça compte pour 1. Et en fait, le fait d'être une femme, éventuellement un surrisque, même si c'est peut-être débattu aujourd'hui, ça compte pour 1. À partir de 1 de score, le traitement anticoagulant se discute. À partir de 2, le traitement est absolument indispensable, sous réserve de contre-indications hémorragiques. Si un patient qui a vraiment un risque hémorragique trop important, la discussion va se faire et c'est là que pourra entrer en jeu le traitement de fermeture de l'auricule. Pour les traitements antiarythmiques, ce sont des médicaments qui ont pour but de ralentir
ou de maintenir le rythme normal, de réduire l'arythmie pour une meilleure tolérance. Ça n'a pas d'intérêt pronostic, ça n'améliore pas le pronostic de l'arythmie. C'est un traitement à visée symptomatique. Donc ça améliore la qualité de vie et les symptômes liés à l'arythmie. Le traitement de base, ce sont les bêta-bloquants, un médicament extrêmement courant, très ancien, le plus souvent bien supporté. Les bêta-bloquants en général ont simplement pour fonction de ralentir le cœur. Ça ne prévient pas forcément l'arythmie en tant que telle. Sauf le sotalol qui est un dérivé bêta-bloquant qui a vraiment des fonctions de remettre le cœur en rythme normal, de prévenir l'arythmie. Le deuxième traitement classique, c'est la flécaïne. C'est un médicament antiarythmique assez puissant, très efficace pour prévenir l'arythmie, mais qui est malheureusement contre-indiqué si on a une maladie cardiaque. Donc si un patient a des antécédents d'insuffisance cardiaque, d'infarctus, la flécaïne est contre-indiquée, on ne peut pas la lui prescrire. Le troisième médicament qu'on utilise, c'est un médicament qui est le plus puissant de ces trois classes de traitement, c'est la cordarone. C'est efficace, mais malheureusement au prix d'effets secondaires quasi systématiques au long cours, parce que la cordarone contient beaucoup d'iode, la molécule cordarone contient beaucoup d'iode, et cette iode risque de s'accumuler dans l'organisme et entraîner des effets secondaires quasi obligatoires au long cours. J'ai dit quasi obligatoire parce que certains patients sous cordarone au long cours vont bien, mais par expérience, malheureusement, au bout d'un certain temps, mois ou années, ça altère le fonctionnement de la thyroïde et éventuellement, de façon plus grave, le fonctionnement du foie ou du poumon. Donc c'est un traitement qui, malheureusement, est mal toléré. Fort heureusement, depuis quelques années, on propose une stratégie d'ablation. Alors, ablation, le terme est peut-être mal choisi, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. L'ablation, ça ne veut pas dire qu'on enlève, mais ça veut dire qu'on va aller cautériser dans le cœur des zones de court-circuit. Enfin, les zones de court-circuit, c'est le terme que j'emploie aux patients pour schématiser un tout petit peu, toujours en référence à l'électricité cardiaque. En fait, on va identifier dans le cœur des fibres musculaires anormales et on va les cautériser. On les cautérise avec du chaud, ça va être du courant électrique de radiofréquence, ou avec du froid, la cryoablation. En fait, ces techniques, elles se pratiquent en montant des cathéters dans le cœur. Donc, ce n'est pas une opération, je ne suis pas chirurgien. La technique de cardiologie interventionnelle consiste à monter dans le cœur via les vaisseaux de l'aine le plus souvent, la veine le plus souvent ou l'artère fémorale, pour monter nos fils électriques dans le cœur et aller identifier les zones de court-circuit et les traiter. Les indications de l'ablation, c'est une alternative ou en cas d'échec du traitement antiarythmique. Ça se pratique par contre dans des centres où interviennent des rythmologues qui sont expérimentés, parce que ce ne sont pas des techniques complètement anodines. Et en particulier pour la fibrillation auriculaire, ça nécessite un plateau technique adapté avec un système de carte du cœur en 3 dimensions, ce que j'appelle la cartographie 3D, service de réanimation et de chirurgie cardiaque. L'efficacité de cette technique est importante. Ça permet de traiter de façon efficace l'arythmie en limitant les risques de son évolution spontanée. Pour la fibrillation auriculaire, c'est malheureusement pas 100%, mais 60 à 80% après une première procédure. Il y a certains types d'arythmies qui sont plus compliqués à traiter, d'autres moins. Toutes complications sont de l'ordre de 1 à 2%. Les techniques d'ablation, elles vont dépendre du type de l'arythmie. Principalement, c'est l'isolation électrique des veines pulmonaires ou la compartimentation de l'oreillette. Pour ce faire, on utilise des cathéters. Les cathéters, en fait, ce sont des fils électriques qu'on monte dans le cœur. C'est un cathéter c'est la poignée du cathéter qu'on va pouvoir diriger. On peut orienter l'extrémité du cathéter pour le diriger dans le cœur. Ces cathéters, ils ont une électrode distale qui enregistre les signaux électriques et permettent de délivrer le courant électrique de radiofréquence avec des petits trous d'irrigation pour limiter l'échauffement local. Et enfin, c'est un cathéter ici qui enregistre les signaux électriques à l'intérieur des veines pulmonaires. C'est un cathéter en forme de lasso qu'on met dans les veines pulmonaires pour construire la cavité cardiaque et enregistrer les signaux électriques dans les veines pulmonaires. C'est un petit film, un cas réel, ce n'est pas une animation d'un patient chez qui on va faire une procédure d'ablation d'arythmie. Le système de cartographie 3D permet en temps réel de visualiser nos cathéters dans le cœur. On a fait au préalable un scanner cardiaque qui représente l'anatomie réelle du patient. Et puis une fois que nos cathéters sont dans le cœur, par un système de GPS, en fait, ils sont identifiés en temps réel. Et nos cathéters, on peut les balader dans la cavité et reconstruire les différentes structures du cœur. Ici, on est dans une oreillette gauche. Donc on va aller dans les veines pulmonaires, dans l'auricule, et dessiner par contact
la cavité cardiaque dans laquelle ensuite on va pouvoir se diriger. Le cathéter circulaire, c'est ce cathéter qui enregistre les signaux électriques dans les veines pulmonaires. Il y a un cathéter de référence et le cathéter d'ablation qui va cautériser. Donc ça paraît de la science-fiction, mais c'est notre quotidien. Le but étant ensuite de faire des points de cautérisation tout autour des veines pulmonaires ou entre les veines pulmonaires pour éliminer les zones de court-circuit au niveau des oreillettes. Technique alternative à la radiofréquence, c'est la cryoablation qui consiste à monter dans le cœur un ballon qu'on va gonfler à l'entrée de la veine pulmonaire et sur lequel on va délivrer en fait, de l'azote liquide qui est à l'intérieur du ballon, et par contact, ça va faire une lésion de brûlure à l'entrée de la veine pulmonaire de façon à isoler électriquement cette veine pulmonaire. Le but étant, c'est un petit peu compliqué peut-être à comprendre, mais d'éliminer les signaux électriques qu'on enregistre dans la veine pulmonaire. Vous voyez un beau signal électrique de veine pulmonaire. Le but, c'est d'éliminer ces signaux électriques pour que les courts-circuits ne se propagent plus à l'oreillette. Rapidement, un petit cas clinique pour vous parler d'une patiente de 45 ans qui est sportive, qui pratique la course à pied, la randonnée. Elle souffre de fibrillation auriculaire paroxystique depuis moins d'1 an. Elle a des crises prolongées qui surviennent souvent au repos. Elle a un électrocardiogramme de base qui est normal, une échographie cardiaque qui est normale. On initie initialement un traitement par de la flécaïne qui est peu efficace, qu'elle supporte moyennement. Donc on lui propose une ablation par radiofréquence. Son électrocardiogramme à début d'examen où on voit un rythme cardiaque bien régulier. En cours d'arythmie, du rythme cardiaque régulier, elle passe en arythmie avec un rythme qui devient complètement anarchique et régulier. Le traitement va consister à cautériser tout autour des veines pulmonaires. Ici les veines pulmonaires droites, ici les veines pulmonaires gauches. On fait l'encerclement de ces veines pulmonaires de façon à éliminer les zones de court-circuit à ce niveau. Et le fait de cautériser ces veines va permettre de remettre le cœur en rythme normal. Ici, il y a de l'arythmie. Et ici, pendant la cautérisation, le rythme se remet à la normale. Donc ça, on aime bien voir pendant l'examen. Et l'évolution va nous donner raison parce qu'elle évolue très bien. Elle ne va plus refaire d'arythmie. Et après une période de maintien des anticoagulants, on va pouvoir lui arrêter ses anticoagulants et elle va pouvoir reprendre son activité sportive sans risque. 3 diapos pour terminer. Pour vous parler rapidement de l'occlusion percutanée de l'auricule gauche, qui est une technique toute récente qu'on commence à pratiquer, nous, depuis environ 3 ans, qui consiste à fermer l'appendice auriculaire avec une prothèse. C'est les indications, ce sont les patients qui sont à risque important de caillots et chez qui le traitement anticoagulant est contre-indiqué de fait d'un risque hémorragique important. Donc, le principe, c'est de mettre dans l'auricule un petit filtre qu'on va laisser en place en permanence et qui va complètement occlure cette cavité. Donc c'est une technique qu'on fait comme nos cathéters d'ablation, on passe dans la veine fémorale, on arrive dans l'oreillette. Le dispositif est mis en place à la base de l'auricule. Là, il y a 2 types de dispositifs de marques concurrentes. Un qui a cette forme-là, forme de parachute avec une petite armature métallique et une petite membrane. Et un autre avec un système de double disque. Le but étant d'occlure complètement cette cavité auriculaire pour que s'il se forme des caillots à ce niveau, ces caillots ne puissent plus aller dans la circulation et risquer de formation d'AVC. Une fois que la prothèse a des critères de stabilité, on retire la gaine qu'il a déployée, on le laisse en place. Là, c'est une image d'échographie, on voit bien la prothèse en place qui, du coup, occlut complètement cet auricule dans lequel il n'y a plus de risque d'embolie. Voilà, je vais terminer donc, pour vous dire que la fibrillation, c'est un enjeu de santé publique parce que ça touche énormément de patients. C'est une maladie qui entraîne une morbidité et une mortalité importante. Et aujourd'hui, il y a des techniques de pointe qui permettent de traiter efficacement cette arythmie pour limiter le risque d'AVC. Également, pour vous dire également que toutes les autres arythmies cardiaques, en plus de la fibrillation, peuvent être traitées par les techniques d'ablation des enfants ou personnes très âgées. Merci de votre attention.